Sud Radio Question d'été. Et les questions d'été, enfin la question d'été, Audrey, vous nous la rappelez? Et oui, on vous la pose sur le compte Twitter de Sud Radio. Quelle est votre manière de vous divertir par un film, une série ou un livre? Et on a déjà quelques réponses. Ce qui arrive en premier, c'est les séries, Mais oui, évidemment. En deuxième, les films et en troisième, les livres. C'est étonnant. On va parler justement de cette rentrée culturelle tous ensemble avec nos invités ce matin qui sont Lucie Leroy, librairie à la librairie Mola, grande librairie à Bordeaux. Bonjour Lucie. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Il fait beau à Bordeaux? Écoutez, il fait très beau et pas trop chaud, donc oui, on est très contents. Comme souvent. Charlotte Bouteloup qui est avec nous, journaliste spécialisée cinéma sur France 2. Bonjour Charlotte. Bonjour à tous. Pareil, vous êtes où Charlotte, vous? Là, je viens de rentrer, je suis parisienne. Ah, vous êtes parisienne, donc je ne demande pas s'il fait beau, on le sait. Alain Carazé, journaliste spécialisé en série. Bonjour Alain, qui est avec nous au studio. Bonjour. Alors on va commencer avec une première question. Déjà, comment voyez-vous tous la rentrée culturelle? Est-ce qu'elle s'annonce bien, riche, foisonnante, intéressante? On va commencer avec vous, Lucie. Oui, merci. Eh bien, écoutez, nous, notre rentrée littéraire, donc le grand rendez-vous du milieu du livre et aussi des lecteurs, pour nous, ça s'annonce très bien. On est très contents parce qu'on voit déjà... donc la rentrée, c'est il y a 2 jours, hein, donc c'est vraiment très récent. Oui. On voit déjà un appétit de la part du public, de la part des lecteurs, la presse aussi qui répond présent. C'est une rentrée qui est assez intéressante parce qu'on a beaucoup de premiers romans. Cette rentrée. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Ça veut dire que les éditeurs prennent des risques, ont envie de prendre des risques, ont envie de défendre aussi des jeunes auteurs. Et effectivement, après les 2 années que le milieu culturel a connues, c'est vraiment pour moi un excellent signe de santé intellectuelle. Donc j'en suis absolument ravie. On va avoir besoin de vous, Lucie, parce que pour les lecteurs que nous sommes, c'est un peu la jungle au milieu de ces 400 livres, je crois, qui sortent à la rentrée, c'est ça, hein? 490 très exactement. Ah, pardon, 490. Vous êtes bien au courant, c'est encore pire. Merci beaucoup, à tout de suite. On va continuer avec Charlotte Bouteloup. Charlotte, vous, comment vous la voyez, cette rentrée cinéma, par rapport à d'autres rentrées intéressantes, riches, foisonnantes? Alors, studieuse et foisonnante. En fait, il y a un paradoxe. Le paradoxe, c'est que on n'a jamais autant créé du côté de la création française. Et le paradoxe, c'est que on note quand même depuis le début de l'année une baisse de la fréquentation en salle de 30%. En fait, les blockbusters, les grosses productions, même françaises, l'année dernière, c'était les Tuches, Kaamelott, Bac Nord, les grands gagnants, aux côtés des Spider-Man, Dune, Top Gun Maverick. Mais en fait, c'est le cinéma qu'on appelle d'art et d'essai, les films français un peu indépendants, qui, eux, sont boudés. Et à mon avis, à cause de l'hégémonie, évidemment, des plateformes qui présentent sans cesse de nouvelles créations. Donc le cinéma d'auteur souffre un peu. Exactement. Alain Carazé, c'est vous qui faites souffrir enfin c'est pas vous exactement, mais moi j'y suis pour rien. Ce sont les séries qui font souffrir le cinéma d'auteur français. Je pense pas. Je crois que c'est 2 choses différentes. C'est un peu comme si on disait que les bandes dessinées font souffrir la littérature. Enfin, vous voyez, je trouve ça tellement décalé. Il est vrai qu'il est plus simple de rester chez soi et de payer un abonnement pour voir quelque chose plutôt que de se déplacer dans une salle de cinéma. Et donc je peux comprendre en effet que plein de gens disent tiens, je vais payer ma place pour une salle de cinéma pour voir un très grand spectacle à l'américaine avec des effets spéciaux dans tous les sens. Je peux comprendre ça, mais c'est pas de la faute aux séries et c'est pas de la faute aux plateformes. Et les séries, pour cette rentrée, qu'est-ce que ça dit? C'est un vrai délire. Ça va être totalement foisonnant et surtout c'est complètement lié à la multiplication des diffuseurs et donc des plateformes, puisque ça atteint quand même un peu son paroxysme. Ça va être une saison extrêmement intéressante parce que je pense que tout le paysage audiovisuel va un petit peu bouger, se reformater. On sent bien que Netflix atteint un peu son plafond de verre, que d'autres suivent derrière, que Disney Plus est un peu juste derrière Netflix, voire même l'a dépassé en nombre d'abonnés. Il y a les chaînes télévision qui, elles continuent bon an mal an. Et elle continue de produire plein de productions, plein de séries, plein de fictions. Donc c'est foisonnant. Et c'est surtout intéressant parce que pour chacun et chacune de ces chaînes, de ces diffuseurs, c'est à qui va sortir l'œuvre la plus majestueuse, la plus énorme, celle qui va faire le buzz, celle dont tout le monde va parler. Parce que vous savez combien il y a de séries par an, rien qu'américaines, rien que... Plus de 514 saisons par an. D'accord. Ah ouais, c'est énorme. C'est gigantesque. Et française?
françaises, il doit y en avoir une centaine, quelque chose comme ça. Donc il y a un choix épouvantable à faire, énorme, c'est une jungle. Et donc les séries qui vont surnager sont celles qui obligatoirement vont avoir plus de marketing, vont être plus importantes, plus grandes, plus fortes, vont dire nous on est les meilleurs, nous on est la franchise Star Wars ou des choses comme ça. C'est celles-ci qui vont surnager. D'accord. Et Lucie Leroy, donnez-nous des petits conseils de lecture, notamment sur le roman et sur quelques grands noms qu'on attend, peut-être des grandes plumes qui vont arriver en septembre-octobre. Oui, tout à fait. Je peux vous parler des tendances qui vont avoir lieu durant cette rentrée. Alors, bon, déjà, le rendez-vous incontournable de la rentrée, c'est Amélie Nothomb. Ah oui. Chez Albin Michel, avec un très beau livre qui s'appelle Le Livre des Sœurs. Sa dernière publication, déjà, elle parlait de sa famille, elle parlait de son père. Et là, comme le titre l'indique, Le Livre des Sœurs, on va parler de sororité. Et c'est l'histoire de la narratrice, de cet enfant, qui est donc au départ fille unique et qui souffre assez terriblement de la relation d'amour exclusive qu'ont ses parents entre eux. Donc ses parents s'aiment, mais en fait ils s'aiment tellement qu'ils oublient en fait qu'ils ont un enfant. Et puis un jour, un deuxième enfant va arriver, ça sera une petite fille, et ce sera pour la narratrice la grande consolation d'avoir cette petite sœur qui est une petite sœur souriante, merveilleuse, adorable, et qui la guérira de son spleen. Et c'est intéressant parce que c'est un roman très intime, très personnel, puisqu'on connaît un petit peu la relation qu'a Amélie Nothomb avec sa sœur, qui est une très belle relation aussi. Et donc ça, c'est le grand titre attendu. C'est l'immanquable, l'incontournable. Qui est sorti mercredi déjà. D'accord. Qui a fait partie vraiment de la première nouveauté. On le note. Charlotte Bouteloup, votre immanquable, incontournable, vous qui êtes journaliste spécialisée cinéma à France 2 pour la rentrée de septembre. Le truc à pas louper, ou sinon on est ridicule. C'est compliqué, il y en a trop. Je sais. Je vous en fais deux. Le truc à pas manquer, côté cinéphile, c'est la Palme d'Or de Cannes cette année. Ça s'appelle Sans filtre. C'est un film suédois qui a donc reçu la Palme. C'est la deuxième fois que Ruben Östlund reçoit la Palme d'Or. Et alors c'est très drôle, ce qui est étonnant pour une Palme d'Or, et c'est grinçant et c'est féroce parce qu'il est question des réseaux sociaux et de l'image qu'on véhicule sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle, en anglais dans le titre, The Triangle of Sadness. Vous savez, le triangle de la tristesse, c'est les dermato-esthétiques qui appellent cette petite zone qu'on a entre les deux yeux et qu'on fronce. Et grâce à du Botox, on peut la lisser, cette zone-là. Et alors, le film est dément parce qu'il nous fait suivre les aventures d'un couple d'influenceurs mannequins, durant une croisière de luxe. Et ces deux-là, dans le couple, il y a la femme qui est plus connue, qui a plus d'abonnés, qui gagne mieux sa vie. Et puis il y a l'autre, son compagnon, qui est moins connu et qui gagne moins sa vie et qui reproche à la femme sa radinerie. Et c'est un peu la croisière s'amuse version trash. D'accord. Et ça correspond tellement à des gens qu'on connaît. Mais complètement. Et alors, un autre film, ça c'est important aussi, qui sort le 21 septembre et qui va ouvrir le festival du film d'Angoulême, vous savez, qui commence mardi. C'est un bon film franchouillard avec Lynn Renaud et Danny Boone, un film de Christian Carion. Ça s'appelle Une belle course. Et voilà, ça nous fait suivre l'histoire de Madeleine. C'est Lynn Renaud, elle a 92 ans, elle appelle un taxi pour se rendre dans la maison de retraite où elle va vivre désormais. Le chauffeur de taxi, c'est Danny Boone. Et puis sur le chemin, elle lui demande de repasser dans les endroits qui ont marqué sa vie. Ah, c'est beau, c'est joli. Vous vous souvenez, Christian Carion, il avait fait Une hirondelle a fait le printemps, Mon garçon. Donc, on se doute qu'il y a beaucoup de tendresse, beaucoup d'émotion et de rire. Ça, c'est le 21 septembre. Très bien, parfait. On note. Alain Carazé, journaliste spécialiste série. Vous, alors, vos grands rendez-vous à ne pas manquer pour le fan de série que vous êtes et qui nous écoute. Ah bah écoutez, il y a un double punch là qui va nous arriver. Le premier, ça va être dimanche soir, enfin la nuit de dimanche à lundi, et le second, c'est 15 jours plus tard. Ce sont deux séries qui sont dans le même genre, à savoir l'heroic fantasy, à savoir l'historique, etc., mais avec des dragons et des choses comme ça. Qui est un peu un genre qui cartonne c'est un genre qui cartonne depuis peu de temps, depuis 7-8 ans. Avant, il n'y avait rien, et puis du coup, grâce à Game of Thrones, c'est arrivé. Justement, ben voilà. La première de ces deux séries, c'est House of the Dragon, qui démarre donc en France sur OCS dans la nuit de dimanche à lundi. Et la seconde, c'est Les Anneaux de Pouvoir, qui va démarrer le 2 septembre sur Amazon Prime. Alors, toutes les deux sont du même genre. Toutes les deux sont des méga séries qui ont coûté hyper cher. Les Anneaux de Pouvoir, c'est carrément la série la plus coûteuse au monde. Ah oui. De tous les temps.
D'accord. puisqu'elle coûte 500 millions de dollars pour la saison 1 et elle va arriver aux milliards de dollars très rapidement. Donc ça va être somptueux. En tout cas, ils ont les moyens de faire quelque chose. Après, ça ne veut pas dire que le scénario et que les interprètes vont être bien, mais en tout cas, ils ont les moyens. Et House of the Dragon, c'est donc une série dérivée de Game of Thrones, qui, elle, se la joue un petit peu plus intimiste. Elle se la joue plus un peu comme les séries historiques, genre The Crown ou des choses comme ça, dans lesquelles c'est une famille de rois, avec des reines, avec des pages, etc. Et c'est des rivalités pour qui va succéder au roi, et ainsi de suite. Mais le tout avec des dragons, avec de la violence, avec du sexe, parce que c'était bio. C'est ça. Donc voilà. Et les Anneaux de pouvoir, c'est avant le Seigneur des Anneaux, c'est durant le Second Âge, donc là encore, c'est une époque dans laquelle le mal va surgir. C'est la genèse du Seigneur des Anneaux. C'est exactement ça. Ces deux séries vont se tirer la bourre, si j'ose m'exprimer ainsi. Bien sûr, ça on peut. Être ça, parce que quelque part, elles démarrent vraiment à 15 jours d'intervalle l'une de l'autre, donc on va pas pouvoir s'empêcher de se dire quelle est la meilleure. Ah oui, moi j'ai préféré ceci, j'ai préféré l'épisode de ceci, de cela, etc. Et ça dénote bien le fait que toutes les deux sont des grandes marques, comme je vous ai dit tout à l'heure, toutes les deux sont immédiatement reconnaissables. Enfin, quand même, le Seigneur des Anneaux, quoi. Oui, c'est marqué, on a quand même tous les codes. Et elles sortent toutes les deux sur la même plateforme ? Ah, pas du tout. Ah, non, sinon ce serait trop facile. Ils n'allaient pas tout dépenser pour deux séries. House of the Dragon, Game of Thrones, c'est sur HBO, donc en France, c'est sur OCS. Les Anneaux de pouvoir, c'est le très très gros pari de Amazon Prime, d'Amazon Vidéo, puisqu'ils dépensent des sommes absolument faramineuses pour avoir des abonnés, quoi. On va continuer à parler de cette rentrée littéraire. Juste une petite question avant de marquer une pause. Lucie Leroy et Charlotte Bouteloup, toutes les deux, vous êtes fans de séries ou pas du tout ? Lucie d'abord. Très. Lucie, oui, très. Lucie à fond. Même si vous êtes dans le livre et la littérature. Mais vous savez, la culture c'est transversal. Absolument. Bonne réponse. Charlotte ? Moi, je suis complètement accro. Le problème, c'est que maintenant, j'arrête parce que sinon, j'ai plus le temps d'aller en projection. C'est le problème, c'est ce qu'on dit. On dit que c'est chronophage, mais c'est vrai. Ça prend du temps de regarder des séries. On se regarde les bonnes. Oui, c'est ça. On se retrouve, on fait une pause. À tout de suite. Et les routes de l'été. Question d'été. Ah ben voilà. Les routes de l'été. Alors la question d'été, Audrey. Eh bien la question d'été qu'on vous pose sur le compte Twitter de Sud Radio. Quelle est votre manière de vous divertir ? Et on en est où ? Série, livre. Série en premier. On est toujours à toujours, série, bien sûr. Série, cinéma et livre. Les questions d'été nous emmèneront tout à l'heure dans le département des Alpes-Maritimes. Et auparavant, on fait un petit point sur la rentrée culturelle. On avait une question, Lucie Leroy, à la librairie Mola, grande librairie à Bordeaux. C'est Audrey qui vous la pose. Et oui, moi j'avais une petite question parce qu'il y a aussi Virginie Despentes qui fait son retour en librairie. Ah oui, Virginie Despentes, c'était vraiment le grand livre attendu depuis plusieurs semaines déjà. Et effectivement, c'est vrai que 5 ans après, un roman de Virginie Despentes, c'est très attendu. Et je peux vous dire que le succès est au rendez-vous parce qu'il est en vente depuis 2 jours. Et nous, ici, à la librairie, on en a déjà vendu un certain nombre. Et c'est intéressant. C'est un certain nombre, c'est quoi ? C'est 100, 200, 300 ou c'est secret ? Non, là, alors j'ai pas tellement. Il me semble qu'après 48 heures, on devait être une bonne centaine. Ah ouais. Quand même. Donc ça, c'est un vrai beau succès. C'est un vrai beau succès de départ, en effet, et puis qui, en termes de typologie de clientèle, bon, évidemment, je parle pour mon magasin, enfin mon expérience, évidemment. C'est des hommes, des femmes, un peu tous les âges. Donc ça, c'est aussi intéressant parce qu'il y a un côté où les critiques ont réussi à fédérer aussi plusieurs générations sur un même livre. Après, il y a plein d'autres surprises qui vont. Oui, est-ce que vous pouvez nous donner une petite surprise inattendue d'un auteur qu'on ne connaît pas, par exemple, Bien sûr. Alors, allez-y, sur un garçon, une fille, un homme, une femme, allez-y. Alors moi j'ai très très envie de vous parler d'un premier roman qui sort aux éditions de l'Olivier, un premier roman de Paulina Panasenko, qui a un très joli titre que j'aime beaucoup, qui s'appelle Tenir sa langue. Ouais. Et en fait, alors ça se lit comme un roman. À la radio, ça passe bien. N'est-ce pas ? C'est un roman, mais en fait, Paulina Panasenko, elle vous raconte son histoire, comme vous pouvez l'entendre. Son nom de famille, elle est pas née en France, elle est née en URSS, dans la fin des années 80, et dès le milieu des années 90, sa famille part vivre en France. Et donc, comme ça se fait souvent, comme on l'a déjà fait dans l'histoire de sa famille, on va franciser son prénom, donc elle s'appellera Pauline Panasenko. Et en fait, c'est très drôle, parce qu'elle raconte toutes ces années d'apprentissage de la culture française, puisqu'elle est française maintenant, et aussi son apprentissage de la langue. Et alors évidemment, c'est un cauchemar, parce que la langue française, c'est quand même pas la langue la plus simple, et puis en plus, elle, c'est une gamine
qui est rebelle, qui justement veut faire exprès de pas parler à l'école, etc. Il y a un côté vraiment Zazie dans le métro qui est très très savoureux. Moi j'ai beaucoup aimé. Et c'est aussi toute son histoire très truculente du moment où elle va devant l'administration française parce qu'elle aimerait bien retrouver son prénom de naissance. Et alors là c'est les 12 travaux d'Astérix. C'est vrai que dans la littérature, on assiste à ce phénomène qui est de raconter des choses avec truculence, biographique, des choses très personnelles, et on rentre dans l'univers des auteurs de façon comme ça assez amusante. C'est quelque chose pour un premier roman qui est important, que ce soit pas lourd et forcément toujours un peu pénible à lire, quoi. On veut des choses amusantes et légères. Oui, effectivement, ça se sent. De toute façon, la littérature, la rentrée littéraire en particulier, mais bon, la littérature en général, c'est quand même un miroir de la société dans laquelle elle naît. Donc en fait, vous avez effectivement un côté où on va parler de société, on va inventer des nouveaux mondes qui vont être un reflet de notre société aussi. On va parler par exemple là, la rentrée littéraire, il y a pas mal de livres qui parlent justement du passage à l'âge adulte, ce qui est assez intéressant parce que ça veut dire qu'on a quand même des auteurs jeunes et donc qui font faire appel à un public plus jeune, donc ça c'est très intéressant. Et effectivement, le ressort de l'intimité est très utilisé. Absolument. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce côté truculent, ce côté un peu amusant et léger, on le trouve aussi dans des choses qui sont pas biographiques, mais qui sont historiques, parce qu'en fait, le roman historique est aussi un genre qui marche beaucoup. Qui a le vent en poupe, absolument. Exactement. On va continuer avec vous tout à l'heure à parler de livres Lucie Leroy. Auparavant, une question à Charlotte Bouteloup, qui est notre spécialiste cinéma ce matin de France 2. Charlotte, si on parlait moins de Mission Impossible 7 avec Tom Cruise, parce que Tom Cruise, on le voit de partout, bon voilà, on est content, hein. Mais on parlerait de Compromat avec l'acteur Gilles Lelouch, parce que j'ai vu la bande-annonce, ça m'a donné envie d'aller voir ce film. Alors, c'est une bombe. Compromat, ça sort le 7 septembre. C'est un film français, mais on pourrait se croire dans un film américain, tellement on ne peut pas s'empêcher de penser à la saga de Jason Bourne. C'est vrai. C'est signé de Jérôme Salle. Vous savez, Jérôme Salle, il avait fait d'excellents Anthony Zimmer avec Sophie Marceau, Yvan Attal. Il avait aussi fait l'Odyssée sur Cousteau avec Lambert Wilson et Pierre Ninet. Et là, cette fois-ci, il s'inspire de faits réels. Gilles Lelouch, dans le film, il travaille en Russie. C'est un expat. Et puis un jour, il est arrêté brutalement par les autorités russes qui l'accusent d'avoir publié des documents pédophiles. Sa femme, sa fille rentre à Paris, lui est incarcéré et on va découvrir qu'il est victime d'un compromat. Et en fait, un compromat, c'est l'apparition de faux documents dévoilés par des services secrets russes pour incriminer un ennemi de l'État. Alors, il y a beaucoup de suspense. C'est un coup monté, en fait. C'est un coup monté, absolument. Et tout le long, c'est là où ils sont très forts. On se dit, tiens, les alliés, en fait, peuvent être potentiellement les méchants, les alliés. Ça paraît un peu guimauve comme ça, mais je peux vous dire que c'est une réussite. Il y a une tension psychologique complètement hallucinante. Et puis, Christophe, il y a un genre qui cartonne aussi. C'est le doc. Le 21 septembre, il y a un doc qui sort en salle qui s'appelle Moon Age Daydream. C'est le titre d'une chanson de Bowie. Et pour cause, c'est un documentaire sur Bowie. Mais c'est un documentaire fait par un Américain qui a déjà fait des docs sur Kurt Cobain ou sur les Stones. Mais c'est la première fois que les héritiers de Bowie soutiennent un film et ils ont ouvert plus de milliers d'archives, si bien qu'on découvre des enregistrements inédits, des dessins, des carnets de Bowie. C'est un film qui lui a pris plus de 4 ans à faire. Ça sort le 21 septembre et le public aime se déplacer en salle pour les docs. Hein. Oui, c'est vrai. Moon Age Daydream, doc sur David Bowie, c'est noté. Alain Carazé, est-ce que vous êtes d'accord avec Charlotte Bouteloup pour dire qu'il y a aussi une différence d'écriture entre les séries françaises et les séries américaines? Il y a plus, c'est beaucoup plus percutant. Et les séries françaises, on les boude un peu pour ça, parce qu'il n'y a pas ce côté. Alors, ça quand même pas mal changé. Parce ça a évolué. Ça a beaucoup évolué. On est au niveau, est-ce qu'on est au niveau là? Oui, franchement. Donnez-nous une série française au niveau. Il y a une série française au niveau, c'est simple, il y en a une qui, en plus, c'est un coup de cœur de ma part, qui va arriver sur Netflix dans les semaines, les mois. C'est toujours un peu secret. Hein. Voilà, je n'ai pas le droit de vous le dire. Ça s'appelle Notre-Dame, la part du feu. Rien qu'avec le titre, on sait de quoi ça parle. Ça parle de Notre-Dame, mais c'est pas un documentaire sur comment Notre-Dame est en feu, etc. C'est vraiment une histoire de personnages. C'est une histoire de gens dont le destin va s'entrecroiser dans le brasier, grosso modo. D'accord. Des pompiers. Il y a des pompiers, il y a un cafetier dans le coin, il y a plusieurs personnages. Tout ça a été produit, tourné, réalisé en France. C'est une série française de Hervé Admar, celui qui a déjà fait Pigalle la nuit sur Canal+, et plein d'autres séries. C'est avec Roche Dizem, avec Caroline Proust, de la série Engrenage, avec Simon Abkarian. Il y a plein d'autres vedettes.
Et c'est vachement bien, on va le dire clairement. C'est très bien produit, c'est bluffant. Voilà, c'est vraiment. Voilà. Il y a une série française qui avait aussi beaucoup marqué, c'était 10%, qui a vachement cartonné sur Netflix, qui avait bien marché. C'était une série française qui tenait vraiment la route. C'est vrai. Je trouve personnellement. Exact. Et Plus belle la vie, Adam. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Qui se termine, série qui se termine. Qui se termine malheureusement cette année. Écoutez, toutes les séries se terminent. Qui a tenu le haut Tous les films se terminent à un moment ou à un autre. Elle a quand même tenu le haut du pavé. C'est un soap opéra et même aux États-Unis et en Angleterre, les feuilletons quotidiens, comme on les appelle, quelquefois ils s'arrêtent. C'est un peu normal, remplacés par d'autres programmes, tout simplement parce qu'ils ont vécu ou quoi que ce soit. Il y en a très peu qui subsistent aussi longtemps. Donc on va dire, c'est la loi des séries, quoi. C'est une série, c'est un commencement et puis ça s'arrête qu'à soi. Mais on peut la classer dans la série des bonnes séries françaises. Alors, je n'irai peut-être pas jusqu'à là. Le grand avantage d'un feuilleton quotidien, c'est justement de créer la fidélité chez le spectateur. C'est que quelque part, c'est pas une série sur laquelle on va apprécier 2-3 épisodes comme ça en 2 semaines. C'est une série sur laquelle, dans la longueur, on va avoir plaisir à retrouver aux mêmes heures, tous les jours, des personnages avec qui il y a une empathie qui va se créer. Ça repose vraiment là-dessus. Donc, à la limite, on retrouve nos copains, on retrouve nos amis, tout comme on va prendre un verre avec eux. Ça repose vraiment là-dessus. Donc, je peux comprendre en effet que quand ce rendez-vous s'arrête, quand on va dire, non, vous n'allez plus retrouver vos amis ou quoi que ce soit, oui, il y a un peu de tristesse. Enfin, si on vous dit que vous n'allez plus retrouver vos amis, prendre un verre avec eux ou dîner avec eux... Ça dépend des amis. Ça dépend des amis. Voilà. Alors, pareil pour Plus belle la vie, ça dépend des séries. Mais c'est vrai que c'est important. Après, si vous voulez ma franche pensée, je trouve que sur l'arrêt Plus belle la vie, on en fait un peu des tonnes et qu'il y a une espèce d'exacerbation sur « Ah là là, c'est un drame. Ah mon Dieu, mais comment va-t-on faire pour vivre sans ? Ah mon Dieu, mais je me retrouve au chômage. » Oui, enfin, je veux dire, c'est une série, ça s'arrête. On est acteur, on est actrice, on est producteur. Vous voyez ce que je veux dire? Après, c'est le propre des réseaux sociaux de s'enflammer ou dans l'exagération. Oui, mais je pense que même les gens qui sont dans la série en font aussi un petit peu de kilos. C'est vrai. Dans le misérabilisme, on va dire. Et je trouve pas ça. Enfin, voilà, je veux dire, excusez-moi, on a tous des métiers dans lesquels ça arrive. La preuve dans lesquels ça arrive, quoi. Donc c'est de se plaindre en disant. Ah mon Dieu, ma série dans laquelle j'étais depuis 18 ans s'arrête. Mais oui, mais on passe à autre chose. On passe à autre chose. Voilà. Lucie Leroy, libraire à la librairie Mola à Bordeaux. Est-ce que vous, dans la littérature, il y a aussi ce phénomène de série? Est-ce qu'on retrouve des livres comme ça qu'on peut, de saison en saison, retrouver des personnages, des histoires, ou un auteur qui nous attache particulièrement et qu'on attend pour la suite d'une histoire? Oui, il y a ce phénomène aussi en littérature, alors évidemment à moindre mesure que dans les un séries, exemple, par exemple par exemple, il y a eu, d'ailleurs on attend le dernier opus pour le mois d'octobre, donc c'est vraiment quelque chose de récent, une série qui s'appelle Été anglais. D'accord. Ce qui suit en fait une famille anglaise depuis la Première Guerre mondiale jusqu'aux années 70, donc on va les découvrir là très prochainement. Une famille anglaise, alors plutôt aristocratique, et on suit 4 générations de ces personnages qui vont évoluer au fur et à mesure, donc du coup de l'histoire du pays, parce qu'en fait c'est ça qui est aussi intéressant, c'était tout le paysage anglais derrière et toute l'histoire qui avance, mais aussi justement le rapport intime qu'ont tous ces personnages justement à la guerre, aux évolutions des mœurs, aux relations familiales, à l'amour. Donc effectivement, il y a tout à fait ça. Et puis là, très récemment, je vous en ai peut-être entendu parler, le phénomène Blackwater. Eh oui, qui est publié aux éditions Toussaint Louverture, qui n'était jamais sorti en France. Alors là, la différence, c'est que tout est sorti à la même saison, puisque c'était un livre sortait toutes les 2 semaines. Et on savait qu'il y en avait 6, donc il y a vraiment ce côté où on sait qu'il y a une fin, quoi. Oui. Lucie, pour nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent, résumez-nous en 3 mots Blackwater. Alors Blackwater, ça commence dans les années 20 en Alabama. C'est une grande aventure épique dans laquelle on retrouve une famille qui possède une scierie et qui va se retrouver à devoir faire face à la crue qui inonde toute la ville, et va sortir de cette crue un étrange personnage, une étrange jeune femme qui va commencer à les séduire. Bravo, voilà, vous êtes la reine du teaser, formidable, on a envie rien que ça que d'aller la voir. Charlotte Bouteloup, enfin d'aller la lire plutôt. Charlotte Bouteloup, votre coup de cœur à vous de la rentrée, vous avez aussi 20 secondes. Vraiment le coup de cœur à ne pas manquer. Alors, après tout ce que vous nous avez dit. Français, étranger. Ça tombe très bien parce que c'est un premier film, faut pas passer à côté, c'est un film français, c'est le 28 septembre, ça s'appelle Maria Rêve. J'ai eu peur que vous parliez des volets verts avec Gérard Depardieu. Non, alors ça sort bientôt les volets verts.
c'est mignon, parce qu'on est content de mignon. retrouver Fanny Ardant, Depardieu et Pulver. Voilà, après c'est un film de Jean Becker, et c'est joli. Et c'est Maria Rêve. Voilà, c'est Maria Rêve, une comédie romantique, si toutes les comédies romantiques pouvaient être comme ça, avec Karine Viard. Karine Viard, c'est une femme de ménage. Elle est discrète, elle est maladroite. Elle se fait embaucher comme femme de ménage au musée des Beaux-Arts, à l'école des Beaux-Arts, pardon. Et elle va rencontrer le gardien de l'école des Beaux-Arts, un bourru qui est joué par le Belge Grégory Gadebois. Et alors, eh bien, vous allez vous marrer déjà, vous allez rire et vous allez rêver. C'est plein de poésie, c'est gracieux. C'est un film qui nous dit, il n'y a pas d'âge pour aimer, ok, mais il n'y a pas d'âge pour rêver. Vous allez voir, c'est un vrai coup de cœur. D'ailleurs, il a été primé au dernier festival de la Baule, Madame Rêve, le 28 septembre. Bravo, merci Charlotte. Oui, Madame Maria Rêve, c'est Bachou. Oui, c'est Maria Rêve. Mais c'est normal, c'est un peu la fin des vacances. Alain Carazé, vous, votre coup de cœur, vous avez aussi 10 secondes à ne pas louper, à voir absolument. Écoutez, j'ai déjà cité Notre-Dame, la part du feu. Oui. C'est Yellowstone. Ah, bah Yellowstone. Alors Yellowstone, avec Kevin Costner. Exactement, c'était sur TMC. On a vu 2 saisons, il y en a encore 2 autres. Il y a des séries dérivées. On va sûrement découvrir ça et continuer de voir ça sur une. Ça nouvelle rigole plateforme. pas, c'est du brutal hein, sur Yellowstone. Hein. C'est du néo-western. Néo-western, c'est ça. Ça veut dire que c'est un western, mais à notre époque. C'est Bonanza, vous savez, la famille, le ranch, etc. Sauf que. Sous acide. Bah, c'est les Sopranos. C'est les Sopranos qui sont en orange, si vous voulez. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous flingue, je vous tue, etc. Voilà. Et de toute façon, c'est mon territoire qui compte. C'est formidable. C'est vrai. Et il y a plein de séries dérivées qui arrivent et qui seront sur la nouvelle plateforme Paramount Plus à la fin de l'année, je pense. C'est une grande saga et ça va devenir un rendez-vous très récurrent parce que toutes les séries dérivées sont de haute qualité. Et c'est Harrison Ford qui va jouer dans une des séries dérivées. Harrison Ford, quand même. Ah bah, on le note. On a hâte. Alain Carazé, merci beaucoup. À Charlotte Bouteloup également. Lucie Leroy, on vous remercie tous d'avoir participé à cette rentrée culturelle et pour tous vos conseils de lecture pour aller au cinéma et pour voir des séries. Merci à tous. Bonne rentrée culturelle à toutes et à tous. Et on continue l'émission tout de suite avec, dans un instant, la forêt de Compiègne où nous allons faire un petit tour.